Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler d'expériences aux frontières de la mort avec un témoignage. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Marie-Pascale Rémy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, vous avez vécu une NDE, une expérience aux frontières de la mort. Quand est-ce que cette expérience a eu lieu et comment s'est-elle produite? Alors, il y a maintenant pas mal d'années, puisque c'est arrivé le 23 décembre 1988. Oui. C'est arrivé à la suite d'un accident de voiture que j'ai eu avec mon mari, mon ex-mari, ma belle-mère, mon fils et moi. Et donc, ma belle-mère a été tuée sur le coup dans l'accident. Ah oui. Mon ex-mari et mon fils ont été cassés à plusieurs endroits et moi j'ai été considérée comme cliniquement morte, mon cœur s'étant arrêté de battre. Que s'est-il passé justement à ce moment-là? Eh bien, moi ce que j'ai vécu, c'est que je me suis retrouvée au-dessus de la scène de l'accident. Donc j'ai vu l'accident de haut en fait. Et je me suis vue emmenée dans une ambulance. Et puis après, j'ai un petit peu perdu la scène de vue, puisqu'en fait, j'ai commencé à revoir ma vie. Mais sans perdre conscience, sans perdre conscience. Non, il n'y a pas eu de perte de conscience entre le fait que j'ai quitté, parce que je me suis sentie aspirée par un espèce de couloir. Et donc, dans ce couloir, quand je suis rentrée dans ce couloir, j'ai commencé à voir ma vie défiler. Et au bout du couloir, il y avait la lumière. Il y avait une lumière incroyable. Mais avant que j'arrive à cette lumière, j'ai d'abord vu ma vie défiler. Oui. Et comment s'est faite cette revue de vie? Eh bien, c'est assez étonnant. C'est pas comme un film où on voit les séquences les unes après les autres. En fait, c'est plutôt un grand tableau. On voit la totalité de la vie, c'est-à-dire à la fois la petite fille côtoie le bébé, côtoie la femme que j'étais. Donc à l'époque, j'avais 33 ans, 32 ans et demi exactement. Donc c'est tous les âges qui se côtoyaient en même temps, tous les gens de mon environnement qui étaient là. Ouais. Et c'était une mémoire différente parce que non seulement on voit tout, mais en plus on fait l'expérience de ce que l'on vit. En même temps. C'est pas comme un souvenir mort. Ouais. C'est quelque chose de très vivant. C'est revécu. Qui est revécu vraiment profondément, c'est-à-dire que c'est même plus profond que les souvenirs qu'on peut avoir, parce que je me souvenais de presque des odeurs, je me souvenais de ce que ressentaient même les personnes en face de moi, ce que moi j'éprouvais à ce moment-là. Donc c'est un souvenir qui est extrêmement riche, extrêmement vivant, qui n'a rien à voir avec les souvenirs que l'on a habituellement. Et c'est surtout un souvenir qui a aussi une valeur, une forme de, pas de jugement, mais on a un sentiment moral, donc pas dans le sens restrictif du terme. Ouais. C'est-à-dire que c'est surtout dans cette vision que l'on a de toute sa vie, c'est la valeur par rapport à l'amour. Est-ce que j'ai suffisamment aimé finalement? C'est une question qu'on se pose en voyant ça. Évidemment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'effectivement, j'avais pas assez aimé et que si je revenais sur Terre, paradoxalement, je savais pas que j'étais morte, mais je me disais ça quand même. Il faudra que j'aime. C'était essentiel, voilà. Et finalement, tout semblait normal. Tout semblait normal, oui. Ça peut paraître étonnant quand on est dans un corps physique, mais j'avais pas forcément réalisé que j'étais morte. En même temps, je me rendais compte que j'étais pas sur Terre parce que j'avais l'impression que la Terre était en dessous de moi. Et puis j'ai parlé avec ma belle-mère qui elle avait été tuée sur le coup. Ah oui, parce que vous avez rencontré votre belle-mère.
Oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette lumière, après avoir revu, je suis arrivée dans cette lumière et il y avait ma belle-mère qui était là, mais je pouvais pas m'approcher trop près. Il y avait comme une espèce de frontière que je ne pouvais pas franchir, mais elle était vraiment tout près de moi. Elle paraissait plus jeune parce qu'à l'époque elle avait 75 ans, et donc là elle paraissait plus jeune. Elle était habillée tout en blanc, elle était très lumineuse, et donc voilà, et donc elle me parlait, enfin plus par télépathie que comme là je vous parle. Elle parlait, je pensais des choses et elle répondait, mais en même temps je ne sais pas si c'est elle qui parlait ou si c'était la lumière, parce que cette lumière était une lumière d'amour. Il y avait un amour absolument incroyable, c'est ce qui faisait que je n'avais pas envie de revenir sur Terre. Et donc les questions-réponses, finalement, tout en étant différents, disons que c'était une manière télépathique de communiquer, finalement ça revenait à une conversation, la même conversation, le même échange que l'on a en ce moment. Oui, c'est simplement, bon, je ne dirais pas que notre discussion est superficielle, loin de loin, mais oui, plus profonde. C'est-à-dire que quand on parle comme ça, ce sont des questions vraiment existentielles, extrêmement profondes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des questions fondamentales qui sont même le fondement de notre humanité. Donc moi les questions que je posais à ma belle-mère, c'est en fait le devenir, mon devenir, le devenir du monde aussi. Donc elle m'a répondu à ça. C'était aussi des questions sur cet amour que vraiment je voulais rester là, que c'était incroyable un amour pareil, qu'enfin je me retrouvais, je retrouvais ce que j'étais réellement. Enfin c'était des conversations de cet ordre-là. Alors, est-ce que vous avez pris conscience, comme le disent certains, notamment, je repense à la réflexion de Nicole Dron, de rentrer chez vous et d'avoir déjà vécu ce genre de choses auparavant, avant la vie? Oui, bien sûr, j'ai eu l'impression que je rentrais chez moi, c'est tout à fait ça. Puisque quand je suis rentrée dans mon corps, quand on m'a fait une défibrillation pour que je retourne dans mon corps, eh bien j'ai l'impression que je retournais dans un film, mais que c'était pas j'arrivais pas de la réalité. Je retournais dans l'espèce de film que j'étais en train de jouer en ce moment. Et que je reprenais mais que en fait j'étais vraiment, quand j'étais morte entre guillemets, j'étais vraiment chez moi, et que c'est quelque chose que je connaissais, que je reconnaissais. Je me disais enfin ça y est, je retrouve ce que je suis profondément, je me retrouve moi. Je pensais tout le temps ça, et c'est donc quelque chose que j'avais l'impression que j'avais toujours connu. Et je me suis dit mais comment ça se fait quand j'étais sur Terre, c'est ça que je cherchais, et puis c'est si près, c'est juste là. Comment ça se fait que je cherchais comme ça, c'est là, c'est tout simplement là. Donc voilà. Un peu comme le poisson qu'on remet dans l'eau. Exactement, ça fait tout à fait cet effet. On rentre chez soi. Comment s'est passée la suite de l'expérience? La suite de l'expérience n'a pas été... ça a été pas mal, et en même temps, ça a été un peu difficile, parce que bien évidemment, je voulais rester où j'étais. Je ne voulais pas revenir dans mon corps, bien que je ne le formulais pas comme ça à l'époque. Je me rappelle m'être mise à genoux devant ma belle-mère pour la supplier de me garder. J'ai demandé 3 fois qu'on me garde, et 3 fois on m'a dit que j'avais pas fini de faire ce que j'avais à faire sur Terre. On m'a pas dit quoi, mais en tout cas, et c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait on n'était pas sur Terre par hasard, qu'on avait quelque chose à faire, mais pour moi c'était un scoop, parce que je ne le savais pas. J'étais persuadée que c'était pas de chance d'être incarné, et qu'il n'y avait pas de but. Et là j'ai eu absolument la certitude, le fondement que c'était sûr, on avait quelque chose à faire sur Terre, qu'après évidemment c'est à nous de le trouver, mais qu'on n'est pas sur Terre par hasard, ni pour rien faire, que c'est pas une loi génétique qui fait qu'on est là sans raison. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous étiez croyante? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de cette expérience? Non, à l'époque non. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais je n'ai jamais pratiqué évidemment. Et j'étais à un âge où justement c'était quelque chose qui était devenu extrêmement lointain pour moi, et j'étais pas du tout versée là-dedans, puisque je faisais du sport de haut niveau, j'étais à Chamonix, j'étais dans la compétition. J'étais pas du tout dans ce genre de vibration, pas du tout. Alors dans cette expérience, quel était le ressenti par rapport à la vie que l'on vit là en ce moment dans le monde physique? Bien, je pense que tout le monde le dit, c'est l'importance de l'amour. Il n'y a qu'une chose qui compte, il n'y a qu'une chose qui est essentielle, c'est l'amour. Tout le reste n'est qu'un détail. Et surtout aussi la conviction que la vie a un sens, et qu'on doit s'efforcer de se reconnecter à ce sens, parce que c'est ça qui fait qu'on aura justement la force d'aimer, parce que aimer pour aimer, mais il faut qu'il ait un sens. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est cette notion du sens de la vie, cette notion que la vie est extrêmement précieuse, qu'il faut vraiment prendre un soin, mais plus que religieux. Qu'on ne doit pas attenter à ses jours, qu'on ne doit pas attenter aux jours des autres, que c'est quelque chose d'extrêmement précieux,
et puis de l'importance de l'amour, l'amour, il n'y a que ça, quoi. Bien sûr. À l'exception de votre belle-mère, est-ce que vous avez rencontré ou senti d'autres personnes décédées de l'autre côté? Non, j'ai pas eu le temps. Je pense que avec le recul et la connaissance que j'ai aujourd'hui de cette expérience, en fait, cette lumière dans laquelle j'ai baigné, ça peut être finalement une entité spirituelle, ça peut être le Christ, ça peut être... En fait, c'est un être de lumière dans lequel on s'immerge, c'est cette lumière incroyable. Et donc, je peux dire que pour moi, j'ai rencontré un être de lumière en m'immergeant dans cette lumière, mais je n'ai pas rencontré d'autres personnes physiques, enfin, d'anciens défunts, autres que ma belle-mère. Est-ce que vous avez entendu la théorie de Jacqueline Bousquet, qui a fait des recherches, qui a repris les travaux d'Émile Pinel, qui parle de champ informationnel et qui explique que les personnes qui ont fait une NDE, justement, une fois décorporées, arrivent dans cette lumière et reçoivent l'information immédiate. Et elle dit que c'est un champ informationnel ultime. Est-ce que ça vous parle? Tout à fait. C'est ce qui fait que après c'est mon expérience de NDE, j'ai voulu connaître, parce qu'en fait j'ai eu l'impression que je touchais à l'omniscience, à la connaissance, à toutes les connaissances du monde. J'ai par exemple compris que évidemment on se réincarnait, que c'était une évidence de penser que ça n'existait pas, fallait franchement voilà, tout à fait. Complètement aberrant. Et donc je me suis dit mais bien sûr que je suis venu et bien sûr que je continuerai à revenir et bien évidemment comment peut-on croire qu'on ne se réincarne pas? Bien sûr. Donc il y a tout un tas de connaissances qui me sont venues et c'est vrai que quand je suis revenue dans mon corps, la première chose que j'ai eu envie c'est de comprendre, c'est de connaître. Et c'est là que je me suis mis à travailler énormément pour essayer de comprendre, de nommer l'expérience que j'avais vécue et puis surtout d'étudier la spiritualité sous toutes ses formes, tout ce qui existait dans le monde pour pouvoir le formuler clairement. Ça me fait penser aussi à Brigitte Dutheil qui parle d'univers superlumineux et sous-lumineux. Alors l'univers supralumineux, c'est l'univers où vous êtes allé dans ce monde de lumière, et l'univers sous-lumineux, c'est où nous sommes en ce moment. Oui, bien sûr, mais même de l'autre côté, j'ai entendu parler qu'il y avait des personnes qui faisaient une expérience plus obscure. Oui. Je pense que de l'autre côté, il y a quand même des niveaux, mais qui sont totalement liés à l'état d'esprit. Voilà. Je pense. Mental. Voilà, je pense que c'est lié quand même. On porte en nous tout l'univers finalement, et on fait l'expérience de zones en nous qui sont les zones dans lesquelles on est habitué à traîner. C'est pour ça que c'est très important quand on va mourir de faire très attention de l'état dans lequel on est, comme quand on va s'endormir. On dit tout le temps avant de s'endormir qu'il faut se nettoyer, qu'il faut avoir des pensées bonnes avant de dormir. Avant de mourir, c'est la même chose, puisque ça conditionne un peu les endroits où on va traîner finalement. Oui, tout à fait. Est-ce que l'on peut dire que quand on a vécu une NDE, comme vous l'avez vécu, on a la certitude, la preuve absolue que la vie continue? Ah oui, c'est ce qui fait qu'on n'a absolument pas peur de la mort. Et moi, je me dis que quand je vais mourir, je vais rentrer chez moi. Je suis tout le temps comme ça. C'est vrai que évidemment, c'est un vécu qui est personnel, et donc on ne peut pas forcément arriver à le transmettre aux autres, puisque c'est vraiment, ça ne peut être compris qu'au niveau du vécu. On ne peut pas le démontrer, je pense, intellectuellement. En tout cas, pas encore. Mais je pense que jamais, c'est un vécu. On ne peut pas faire... Voilà. Donc, évidemment, on est absolument sûr qu'il y a un au-delà qui existe, et que cet au-delà est bien plus important que notre vie terrestre. Oui, on est devenu un peu amnésique, même beaucoup. Est-ce que vous avez senti ou revécu des séquences de vie antérieure? Non, pas là. Bien sûr, après j'ai fait des recherches, sur ma propre vie. Non, mais à vrai dire, j'ai compris que forcément je m'étais réincarnée, que j'allais me réincarner, mais ça m'intéressait pas tellement. Je savais que j'allais revenir, que Après, j'ai fait des recherches, mais quand je suis revenue sur Terre. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Partout,
Dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Marie Pascal. Nous parlons de NDE. Quelles sont les conséquences et les répercussions sur votre vie physique? Alors sur ma vie physique, ça a été énorme, hein, parce qu'en fait, j'ai totalement arrêté le sport. J'ai quitté Chamonix, j'ai divorcé, je suis venue habiter à Paris. Et je me suis mise à méditer et à étudier, parce que cet accident, j'avais quand même eu, avec l'assurance, j'avais quand même eu de l'argent, donc ça m'a permis de ne pas travailler et de faire énormément, d'aller dans les ashrams, de travailler sur moi, mais comme un puissant fond pour essayer de comprendre. Et j'ai refait de la théologie, j'ai appris l'hébreu, enfin vous voyez, j'y suis allée à fond, quoi. Donc évidemment que ça a complètement changé ma vie, puisque je suis passée d'un pôle d'intérêt à un autre qui n'avait strictement plus rien à voir. Et puis c'est surtout ça, donc ça c'est une première chose, et puis c'est mon rapport aux autres qui a changé aussi. Parce que pour moi, l'autre reste quand même aussi un univers, c'est un monde, l'autre, c'est pas une personne. Donc forcément, je prétends avoir beaucoup de compréhension en fait pour l'autre. J'essaye toujours de comprendre avant de faire quoi que ce soit, parce que je me rends compte que la personne, c'est un univers. Elle s'est déjà incarnée, elle va continuer, elle est dans un processus, elle se débat avec son processus. Et donc en aucun cas je peux me permettre, moi, de dire bon, c'est pas bien, tout à fait. Je sais pas. C'est vrai. Donc du coup ça a vraiment modifié ma façon d'entrer en relation avec les gens et mes relations globalement avec les gens, les gens me renvoient souvent que je suis très compréhensive. C'est une grande prise de conscience, on va dire. Voilà, c'est une énorme prise de conscience sur la vie, sur l'autre, sur l'importance de l'autre en plus aussi. On mesure que l'autre finalement c'est nous aussi. Donc oui, tout à fait. On fait du mal à l'autre, c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Donc c'est voilà. Et en même temps, on sait qu'on est nous, on n'est pas l'autre, mais on sait qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Tout à fait. C'est un échange permanent. Exactement. Alors on va dire là de l'autre côté à grande échelle. À grande échelle, oui. C'est extraordinaire. L'autre côté, de toute façon, c'est vrai que tous les gens qui y vont n'ont pas envie de revenir. Ils ont envie de rester. Parce que c'est trop bien. Alors ça fait du bien à entendre. Ça rassure. Alors vous donnez des conférences. Comment réagit le public face au récit de votre expérience? Alors plutôt bien. Parce que mes conférences ne sont pas uniquement axées sur la NDE, je parle de beaucoup de sujets puisque j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup étudié. Quel sujet? Je parle du karma, de la réincarnation, je parle de la relation avec les défunts, je parle des entités spirituelles, entre autres de l'ange gardien, donc je parle de beaucoup de sujets, mais avant de parler de ce sujet, j'explique toujours aux gens qu'est-ce qui m'a amené à étudier ces sujets. Et je leur dis que c'est justement mon expérience de NDE qui m'a fait toucher la connaissance ultime, et que cette connaissance ultime, bien évidemment, je n'ai de cesse que d'essayer de la retrouver avec mes modestes moyens terrestres. Voilà. Que répondez-vous aux personnes qui disent encore, mais on l'entend de moins en moins, Dieu merci, que c'est dans la tête ou que c'est le cerveau? Eh bien, en général, je leur dis que simplement ils ont le droit de penser ça, qu'en fait de penser que Dieu n'existe pas, ça n'empêche pas à Dieu d'exister. Tout à fait. Donc, je leur dis que bon, après tout, comme c'est une expérience personnelle et qu'ils l'ont pas vécu, je comprends tout à fait qu'ils aient ce genre de réaction et que ça ne me choque pas. Voilà. En général, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, on peut pas, c'est pas démontrable. Alors de toute façon, mais voilà. Quelque part, on a quand même des preuves maintenant. Oui, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir de preuves matérielles. Au-delà ne pourra jamais se prouver vraiment matériellement, puisque c'est une expérience qui est toute intérieure. Donc voilà. Mais comme dit Jacqueline Bousquet, on va avoir des preuves sur les champs informationnels. Il suffit d'arriver à les démontrer, et je pense que rien n'est impossible. Rien n'est impossible, et je pense que dans le futur, on va y arriver. Pour l'instant, on n'a pas vraiment la possibilité de le faire. Notamment avec la science quantique, déjà, Exactement, on avance. La science quantique, c'est un miracle, parce qu'il s'approche évidemment de la spiritualité à grands pas. Donc ça, c'est super. Ça fait beaucoup ça aide à l'ouverture d'esprit des réfractaires. Alors vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous allez nous en parler?
Oui, alors en fait, quand j'ai eu cette expérience d'amour total et de besoin de l'eau et d'aimer, en fait, la première chose que je me suis demandé, c'est comment ça se fait que je puisse pas aimer, que je puisse pas. Et donc je me suis dit, c'est parce qu'en fait j'ai encore des souffrances en moi et il faut que je les règle pour pouvoir être parfaitement disponible pour l'autre. Et donc c'est ça qui m'a amené à écrire mon premier livre et à faire mon premier travail. J'ai écrit mon premier livre sur l'enfant intérieur, sur le travail sur l'enfance en fait. Donc mon premier livre, c'est Enfance et spiritualité. Il a été écrit en 94. Il a été réédité plusieurs fois aux éditions de Mortagne. D'accord. Et puis après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle La femme ressuscitée. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas mon expérience de moi en tant que femme qui est revenue de la mort. C'est la femme ressuscitée, c'est le féminin plus exactement ressuscité, c'est-à-dire l'importance du féminin, de développer le féminin en soi, puisqu'on a tendance à dire que quand même c'est l'aspect féminin en soi qui est le plus réceptif et qui donc est à même de recevoir ces impressions du monde spirituel. Donc j'ai écrit un deuxième livre sur le féminin sacré. Après, le troisième, c'est sur l'expérience de l'ange gardien. Le quatrième, c'est sur les mythes féminins. Donc il y a 11 mythes. Oui. C'est un livre qui est en 2 tomes où il y a 11 mythes dans un livre et 11 mythes dans l'autre, en tout 22 mythes avec un jeu de 22 cartes. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ce sont Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc, toutes ces femmes qui avaient des motifs dans leur vie, qui avaient su donner un sens à leur vie et qui l'avaient accompli. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs sens. Donc pour moi, Jeanne d'Arc, c'est le sens de la liberté. Marie-Madeleine, c'est le sens du sacrifice, du retournement de conscience. Vous voyez, toutes ces choses. Oui. Alors je suppose que ces ouvrages, on les retrouve sur votre site internet. Vous avez un site internet? Alors j'en avais un, mais j'en ai momentanément plus. Oui. Ces ouvrages, on les trouve de toute façon dans les librairies, en particulier à Paris, la librairie La Cornaline, qui est l'endroit où je fais le plus de conférences. Mais sinon, effectivement, j'ai un mail et puis j'avais un blog qui était au nom de mariepascalremy.net, mais là il est momentanément fermé, mais il va rouvrir d'ici un mois ou deux. Et l'adresse est toujours valide? Voilà, www.mariepascalremy.net. Voilà. D'accord. Et donc dedans, il y a tous mes livres et puis mes petits livrets, parce que je fais aussi des petits livrets de conférences. Entre autres, j'en ai fait un là récemment sur l'accompagnement des défunts. D'accord. Donc, qu'est-ce qui arrive aux défunts de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce qu'on peut faire pour les aider? Parce que c'est vrai que de l'autre côté, comme on a une pensée très matérialiste et qu'on est très prisonnier de cette pensée, quand on meurt de l'autre côté, on est très très perdu. Alors justement, en quelques mots, qu'est-ce qui se pace? Eh ben, ce sont des âmes qui ont beaucoup beaucoup d'angoisse et qui ont beaucoup de peur et qui sont un peu stressées parce même plus que ça, certaines sont carrément désespérées parce qu'ils se retrouvent dans un monde qu'ils ne connaissent absolument pas, qu'ils ont toujours nié. Ils ne savent pas vraiment où ils sont, ils ne savent pas forcément qu'ils sont morts. Donc les vivants ont un rôle très important en communiquant avec eux à partir du cœur pour leur dire qu'ils sont morts, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'ils avancent dans la lumière et voilà, qu'ils ont besoin des vivants à ce moment-là pour les rassurer et leur permettre d'aller de l'avant. Et est-ce que ces angoisses qu'ils éprouvent quand ils partent de l'autre côté ne sont pas dues justement à la vie qu'on a menée ici, justement à être plongé justement dans cette espèce d'insécurité ou de non-savoir? Oui, c'est exactement ça. C'est justement, c'est particulièrement les âmes très matérialistes, c'est-à-dire très qui ne croient qu'est-ce qu'elles voient. Et qui ne sont pas du tout ouverts à la dimension invisible, qui sont complètement fermés, qui sans doute en ont peur, c'est pour ça qu'ils se ferment à ça. Et donc de l'autre côté, c'est pas facile pour eux, parce qu'en fait, ils se retrouvent devant un monde qu'ils ont toujours nié, donc un monde, c'est comme s'ils se retrouvaient presque dans l'obscurité, puisque il faut avoir une ouverture pour que la lumière apparaisse finalement. Tout à fait, oui. Donc ils sont il y a plein d'âmes dans l'alentour de la Terre, dès qu'on sort du terrestre et qu'on passe dans la dimension spirituelle, il y a énormément d'âmes errantes qui sont perdues et qui appellent au secours finalement. Donc elles ont besoin de nous. Dont l'importance d'informer. D'où l'importance d'informer, d'expliquer que on vit de l'autre côté, que c'est important sur Terre d'essayer de se faire déjà des représentations, de s'ouvrir à cette possibilité qu'on est encore vivant de l'autre côté. Voilà, et c'est très important effectivement d'expliquer ça aux gens parce que ça évite beaucoup de désespérance et de désespoir de l'autre côté, quoi. Marie-Pascalremy, est-ce que vous avez un message adressé aux auditeurs? Eh bien, le message que j'aurais à dire aux auditeurs, c'est qu'effectivement, ils n'oublient pas que la chose la plus importante, c'est que de toute façon, même si on est mort, on est toujours vivant,
ils n'ont pas à avoir peur, que de l'autre côté il y a une lumière et un amour tellement incroyable que de toute façon ils seront tellement bien là-bas qu'ils n'auront pas forcément envie de revenir tout de suite sur Terre. Et ils penseront même plus. Voilà, ils penseront même plus, ils n'auront peut-être même plus envie de revenir. Et que surtout, tant qu'on est vivant, la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est une école ici. Hein. Voilà, c'est une école. On est à l'école. De l'autre côté, on est dans la vraie vie. Ouais. Ici, on est à l'école. Et pas avoir peur du passage, il paraît que ça se fait tout simplement. Quand on s'endort, quand vous vous endormez, il ne se passe rien. Quand on meurt, c'est rigoureusement la même chose. Voilà. Marie-Pascale Rémy, merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt. Je vous remercie Alain, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la clé du mystère. Fréquence Évasion.